La chaussée est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse le chasse-neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque les panneaux sont implantés à gauche et à droite, c'est que la chaussée est à sens unique. Sinon, ils ne sont implantés que du côté droit. Mais il est interdit de dépasser un engin de déneigement ou de salage en action, ses feux bleus, ou parfois orange l'indiquent. Même s'il n'était pas en action, ou s'il s'agissait d'une voiture, la manœuvre ne serait pas du tout recommandée. Les deux actions sur le volant, pour changer de voie puis me rabattre, pourraient déséquilibrer ma voiture et provoquer un tête-à-queue. Ici, je reste derrière, et je m'en éloigne pour des raisons évidentes de sécurité. Réponse A et D. L'alcool est principalement éliminé par les poumons, réponse A, les reins, réponse B, le foie, réponse C, la transpiration, réponse D. C'est le foie qui se charge de la plus grande partie de l'élimination de l'alcool dans l'organisme. En moyenne, selon les individus, il lui faut 1 heure pour éliminer 0,15 g d'alcool par litre de sang. Soit 1h30 à 2 heures environ pour éliminer un verre. Réponse C. Je tourne à droite. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me place dans la voie de droite. Réponse B. Je devrais céder le passage. Réponse C. Le marquage large à ma droite délimite une voie réservée. Comme l'inscription l'indique, elle est réservée au bus. Ce qui signifie qu'aucun autre usager n'est autorisé à y circuler. Donc même si je tourne à droite, je dois rester dans ma voie, qui permet de tourner à droite comme l'indique la flèche. Mais attention, dans mon rétroviseur, je vois un bus qui arrive. Avant de couper sa voie, je dois lui céder le passage. Surtout que son feu est au vert également. Je me prépare donc à m'arrêter. Réponse A et C. La première année, le permis probatoire est constitué de 6 points. Si j'ai fait la conduite supervisée, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai suivi une formation conduite accompagnée, oui, réponse C. Non, réponse D. La première année de permis, si je n'ai pas commis d'infraction, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Peu importe la formule d'apprentissage choisie, en conduite accompagnée, conduite supervisée ou en formation traditionnelle. C'est les années suivantes qu'il y a une différence. Si j'ai opté pour la conduite accompagnée, mon permis de conduire sera crédité de 3 points chaque année, contre 2 en formation traditionnelle ou en conduite supervisée. Tout cela bien sûr si je ne commets pas d'infraction. Réponse A et C. Pour stationner à cet endroit, j'éteins tous les feux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne suis pas stationné sur la chaussée, mais sur l'accotement. C'est la ligne de rive, située immédiatement à ma gauche, qui me l'indique. Ma voiture ne constitue donc pas un obstacle pour les véhicules qui circulent. Aussi, que la route ne soit pas éclairée ne change rien. J'éteins tous les feux pour stationner à cet endroit. Avec ces feux éteints, ma voiture sera mieux identifiée comme étant un véhicule stationné. Réponse A. L'essuie-glace arrière et le désembuage de la lunette arrière s'activent généralement avec une même commande, réponse A, avec 2 commandes séparées, réponse B. L'emplacement des commandes et leur fonctionnement peuvent varier d'un modèle de voiture à l'autre, mais généralement, les essuie-glaces, avant et arrière, s'activent avec la même commande, située derrière le volant
une sorte de manette, du côté droit. En revanche, le dégivrage, désembuage de la vitre arrière se trouve généralement à part. Il s'agit d'un interrupteur situé sur la console du tableau de bord. Réponse B. L'utilisation d'une oreillette en conduisant est autorisée, réponse A, déconseillée, réponse B, interdite, réponse C. L'utilisation d'une oreillette ou d'un casque est désormais strictement interdite en conduisant. Si je veux utiliser mon téléphone en conduisant malgré les dangers que cela entraîne, le son de la conversation doit passer par un dispositif qui diffuse dans tout l'habitacle de la voiture et pas directement dans l'oreille du conducteur. Réponse C. Participe à la réduction de la pollution. Le pot catalytique? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le silencieux de l'échappement? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le pot catalytique transforme certains éléments des gaz d'échappement, monoxyde de carbone, hydrocarbures brûlés, oxyde d'azote, en éléments moins toxiques, eau, dioxyde de carbone et azote. Il participe donc à la réduction de la pollution de l'atmosphère. Le silencieux, quant à lui, n'opère aucune transformation chimique, mais il limite le bruit, qui est une autre source de pollution, la pollution sonore. Réponse A et C. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Je pourrais chevaucher la ligne continue? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule encore en agglomération, le panneau de sortie est visible un peu plus loin. Je dois donc laisser un intervalle latéral minimum de 1 mètre, mais si je laisse plus, c'est mieux. S'agissant d'un cycliste, je suis autorisé à chevaucher la ligne continue. C'est-à-dire que les roues gauches de ma voiture peuvent franchir cette ligne, pour plus de sécurité. À condition bien sûr de ne pas gêner ou de ne pas surprendre un usager arrivant en face. Réponse A et C. Généralement, le régulateur de vitesse stabilise l'allure automatiquement. En montée? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En descente? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un régulateur de vitesse classique, en opposition au régulateur de vitesse adaptatif, peut maintenir l'allure automatiquement dans une montée, si la puissance du moteur et le rapport de la boîte de vitesse le permettent. En revanche, il n'agit pas sur les freins. Donc en descente, le risque d'être en excès de vitesse existe. La voiture peut dépasser la vitesse programmée. Réponse A et D. Pour prendre un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant moins d'une seconde, réponse A, 1 seconde environ, réponse B, plusieurs secondes, réponse C. La boîte à gants se trouve devant le siège passager. Elle n'est donc pas accessible facilement depuis la place du conducteur. Il serait donc très risqué d'aller y chercher un objet en conduisant. Cela obligerait à quitter la route des yeux plusieurs secondes, ce qui est suffisant pour rater une information importante ou générer un écart de direction dangereux. Réponse C. En tournant à droite, je pourrais quitter l'autoroute? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Rester sur l'autoroute? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule sur l'autoroute. En restant dans cette voie, je resterai sur la même autoroute.
Elle à 40. Si je tourne à droite, je pourrais aussi rester sur l'autoroute. Pas la même, elle n'a pas le même numéro et ne dessert pas les mêmes destinations, mais cela reste l'autoroute. En tournant à droite, je pourrais aussi quitter l'autoroute rapidement puisqu'une sortie est annoncée par les panneaux à fond blanc. Réponse A et C. Je peux monter des pneus Run Flat sur ma voiture alors qu'elle n'en est pas équipée d'origine. Oui, réponse A. Pas toujours, réponse B. Grâce à un renforcement de ses flancs, un pneu Rinfla permet de continuer à circuler malgré une crevaison. Pour cela, le conducteur ne doit pas dépasser 80 km/h sur une distance de 80 km maximum. Ce qui est suffisant pour rejoindre un garage ou changer le pneu. En effet, les véhicules qui sont équipés de ce système ne disposent normalement pas de roues de secours pour gagner du poids et de la place. Mais ce n'est pas un pneu increvable, les risques sont les mêmes qu'avec un pneu classique. Heureusement, il est de plus en plus rare de crever un pneu. Attention, ce type de pneu ne peut pas toujours être monté si le véhicule n'en était pas équipé d'origine. Réponse B. J'allume. Les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Je circule hors agglomération et je vais entrer dans un tunnel. Le panneau bleu m'oblige à allumer immédiatement des feux, même s'il fait jour. Il s'agit des feux de croisement. Ils éclairent bien, rendent ma voiture visible de loin, sans éblouir toutefois. Réponse B. Pour passer le permis sur boîte de vitesse automatique, je dois effectuer au minimum 13 heures de pratique en auto-école, réponse A, 20 heures de pratique en auto-école, réponse B. Après 6 mois, pour conduire une voiture à boîte manuelle, je devrais passer un examen. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour passer le permis de conduire une voiture à boîte de vitesse automatique, le minimum obligatoire est de 13 heures au lieu de 20 heures pour une voiture à boîte de vitesse manuelle, sous réserve dans les deux cas que le niveau de sécurité soit atteint. Après 6 mois, il est possible de transformer le permis boîte automatique en permis boîte manuelle, après une formation de 7 heures minimum. Il n'y a pas d'examen à l'issue de cette formation. L'auto-école délivre une attestation qui permet ensuite de conduire n'importe quelle voiture, à condition là encore que le niveau de sécurité soit atteint. Une bonne solution qui peut permettre d'abaisser le nombre d'heures nécessaires pour avoir le permis, donc son coût. Réponse A et D. Les parcs relais sont conçus pour faciliter l'intermodalité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un parc relais, c'est un parking, généralement situé aux abords des grandes villes. Il est signalé par ce panneau. Il se trouve à proximité des transports en commun, bus ou tramway, voire des points de départ de véhicules en autopartage. Cela évite de perdre du temps dans les bouchons, puis à chercher une place pour se garer. Cela permet de favoriser l'intermodalité. Utiliser plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet unique, la voiture, puis le tramway, puis le bus par exemple. Réponse A. À 130 km à l'heure, mon champ visuel est d'environ 180 degrés, réponse A, 90 degrés, réponse B, 60 degrés, réponse C, 30 degrés, réponse D. Le champ visuel latéral d'un être humain est d'environ 180 degrés. Mais la vitesse réduit ce champ visuel. Plus on va vite, plus les bords deviennent flous, la partie nette de ma vision se réduit. À 40 km/h, le champ visuel net est d'environ 100 degrés. À 100 km/h, il n'est plus que de 45 degrés. Et à 130 km/h, ma vision nette n'est plus que de 30 degrés, c'est-à-dire uniquement droit devant moi.
Réponse D. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps réel. Des travaux? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si un accident survient? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les sociétés d'autoroutes ont toute une station de radio proposant des programmes généralistes, mais bien fournis en informations routières, conseils, météo sur le réseau, travaux, trafic ou accidents. Régulièrement, ou dès qu'un événement se produit, un flash info est diffusé. La fréquence de ces radios est généralement 107,7 MHz sur tout le réseau autoroutier. Réponse A et C. Ce tracteur agricole peut circuler à une vitesse maximum de 15 km/h, réponse A, 25 km/h, réponse B, 45 km/h, réponse C, 60 km/h, réponse D. Un tracteur peut circuler à 45 km/h maximum. Mais ici, il est attelé d'une remorque. Dans ce cas, sa vitesse est limitée à 25 km/h. Ces véhicules sont normalement pourvus d'un disque à l'arrière qui signale cette limitation de vitesse. Ici, il n'en a pas. Attention donc d'anticiper pour ne pas être surpris. Si je le heurte alors que ma vitesse est de 80 km/h, le choc peut être mortel. Généralement, pour les détecter de loin, ces véhicules sont signalés par un gyrophare de couleur orange. Mais il arrive qu'ils ne soient pas visibles, comme ici, à cause de son chargement. Réponse B. Ce panneau m'informe que la prochaine route est une impasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que la voie de droite va être supprimée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau indique une voie de détresse. Il s'agit d'une voie très courte qui se termine dans un tas de sable ou de gravier. Généralement, elles sont installées dans les longues descentes. Ce dispositif permet d'arrêter un poids lourd ou un véhicule léger, mais le cas est plus rare, ayant une défaillance des freins, comme cela peut arriver dans les longues descentes suite à un échauffement des freins. Une voie supprimée aurait été annoncée par un panneau spécifique, bien différent de celui-ci. Idem pour annoncer une impasse. Réponse B et D. Avant de partir, je fais le tour de ma voiture pour vérifier l'état des pneus, le bon gonflage apparent des pneus, la pression exacte des pneus, l'absence de déchirure ou d'hernie sur les flancs. Avant chaque départ, et ce même si je prends une voiture que je connais bien, si je suis le seul conducteur, je vérifie que les pneus sont en bon état, la profondeur des sculptures qui doit être d'au moins 1,6 mm, les flancs qui ne doivent pas présenter d'hernie, de craquelure ou de déchirure, et qu'il n'y a rien de planté dans le pneu ou coincé dans les sculptures. Que la pression de chacun d'eux semble correcte visuellement, à défaut de pouvoir contrôler la pression exactement, puisqu'il faut un appareil. Réponse A, B et D. La nuit, le manque de luminosité fausse l'appréciation. Des distances? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des vitesses? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La nuit, le champ visuel est particulièrement réduit. Il se limite à ce que l'éclairage public ou les feux des véhicules permettent de voir. Souvent pas très loin et pas très large. À cela s'ajoutent les problèmes liés à la faible luminosité. Les formes ne sont pas facilement reconnaissables et on manque de points de repère. Certains objets clairs sont visibles de très loin. Ils paraissent alors proches, alors que d'autres ne sont visibles qu'au dernier moment. C'est pourquoi il est très difficile d'estimer les distances et les vitesses la nuit, même si la chaussée est éclairée.
Il faut donc ajuster sa vitesse en roulant moins vite que le jour de façon générale, et ralentir davantage dès qu'une situation est mal perçue ou qu'il y a un doute. Réponse A et C. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je verrouille les portes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je dois évacuer le tunnel en raison d'un incident grave, un incendie par exemple, donc abandonner la voiture, je dois impérativement la laisser ouverte, avec les clés sur le contact ou laisser bien en évidence sur le tableau de bord. Cela permettra aux équipes de secours de la déplacer si besoin. Et même peut-être de l'évacuer avant qu'elle ne brûle avec tout ce qu'il y a dedans. Alors bien entendu, je ne verrouille pas les portes. Réponse A et D. Un régulateur de vitesse basique permet d'atteindre une vitesse sans accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. De ne jamais dépasser la vitesse programmée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le régulateur de vitesse permet d'atteindre une vitesse, après sa programmation, ou de conserver une allure sans toucher à la pédale d'accélérateur. Son usage est adapté aux longues lignes droites, plutôt sur route plate, lorsque la circulation est fluide et sans danger. Mais attention dans les descentes. En version de base, ce dispositif n'agit pas sur les freins. Il y a donc un risque de dépasser la vitesse programmée, et donc d'être en excès de vitesse. Réponse A et D. L'accident est une fatalité? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A souvent de multiples causes? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La plupart des accidents ont plusieurs facteurs. La vitesse le non-respect des intervalles de sécurité par exemple, ou encore l'alcool la fatigue. Ce que l'on remarque, c'est que dans la majorité des cas, la disparition d'un seul de ces facteurs aurait permis d'éviter l'accident. Or, ces facteurs sont la plupart du temps liés au conducteur lui-même et pas à un élément extérieur, ce qui permet d'affirmer que pratiquement tous les accidents sont évitables, dus à une imprudence, et non liés à la fatalité. Réponse B et C. Ma remorque a un PTAC de 500 kg. Cela signifie que je peux charger 500 kg de matériaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le PTAC de la remorque, c'est le poids maximum qu'elle peut atteindre. Dans notre cas, elle ne doit pas dépasser 500 kg. Il n'est pas possible d'y charger 500 kg de marchandises, puisque ce serait oublier le poids de la remorque seule, son poids à vide, qui n'est pas négligeable, plus de 100 kg. Réponse B. Pour faciliter la progression des motocyclistes, je circule plutôt à gauche de ma voie, réponse A, à droite de ma voie, réponse B. Les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dense et ralentie. Elles s'appliquent uniquement sur les chaussées à sens unique, si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. La vitesse des motos qui circulent entre les fils ne doit alors pas excéder 50 km/h. Ici, des motos pourraient donc passer sur ma gauche, entre les fils. Je serre donc à droite pour faciliter leur progression. Les départements où cette pratique est possible sont les Bouches-du-Rhône, la Gironde, le Rhône et tous les départements d'Île-de-France. Réponse B. Un véhicule hybride fonctionne avec plusieurs sources d'énergie. Réponse A.
consomme moins de carburant. Réponse B. Pollue davantage qu'un véhicule classique. Réponse C. Une voiture équipée d'une motorisation hybride est un véhicule qui peut utiliser plusieurs sources d'énergie pour avancer. Elle est généralement composée d'un moteur électrique et d'un moteur thermique, essence ou diesel. Cela permet d'adapter la motorisation immédiatement selon le parcours, généralement en mode électrique en ville et thermique sur route. Ce qui permet de réaliser des économies de carburant et surtout de limiter la pollution atmosphérique. Réponse A et B. J'augmente l'intervalle de sécurité. Si la visibilité est mauvaise, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si je suis fatigué, oui. Réponse C, non. Réponse D. Il y a des cas où l'intervalle de sécurité minimum, 2 secondes avec le véhicule qui précède, doit être augmenté. C'est le cas lorsque la visibilité est mauvaise, masquée par le véhicule que l'on suit ou à cause de fortes pluies, de neige ou du brouillard. Ainsi, si le véhicule devant nous se fait surprendre et qu'il heurte un obstacle ou un autre usager, j'aurai plus de chances de l'éviter. Autre cas, si je ne suis pas en forme ou fatigué. Mon temps de réaction étant plus long, j'ai intérêt à augmenter l'intervalle avec le véhicule devant moi. Même si dans ce cas, la meilleure solution est sans doute de ne pas conduire ou de s'arrêter pour se reposer quelques minutes. Réponse A et C. En cas d'incendie dans le tunnel, je m'arrête, je quitte ma voiture et je me dirige. Vers les installations de droite. Réponse A. Vers les installations de gauche. Réponse B. À droite, la signalisation indique de haut en bas. Un emplacement d'arrêt d'urgence, appelé aussi refuge, un poste d'appel d'urgence, permettant de joindre directement les secours du tunnel et un moyen de lutte contre un début d'incendie. Généralement, il s'agit d'un ou deux extincteurs en libre service. Impossible de quitter le tunnel ou de se mettre à l'abri de ce côté en cas d'incendie ou de dégagement de fumée. En revanche, côté gauche, un panneau vert indique une issue de secours qui me permet d'évacuer le tunnel si besoin, ou de me mettre à l'abri des fumées toxiques et de la chaleur en cas d'incendie. Réponse B. Un choc sans ceinture peut être mortel dès 20 km à l'heure. Réponse A. 50 km à l'heure. Réponse B. La présence ou non d'un airbag y change quelque chose. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sans ceinture, un choc peut être mortel dès 20 km/h. En effet, les jambes et les bras ne peuvent pas retenir le poids du corps même à cette vitesse. Est-ce qu'un airbag y change quelque chose? Pas du tout, bien au contraire. La vitesse de déploiement d'un airbag est de 3 cents à 500 km/h. Il est très dur, ce n'est pas un oreiller douillet, sinon il ne servirait à rien, et il se déploie en direction des occupants. Il n'est censé qu'amortir la tête alors que le reste du corps est retenu par la ceinture. Pire, sans ceinture, il pourrait rejeter la tête vers l'arrière, ce qu'on appelle le coup du lapin, causant des lésions très graves au niveau des cervicales. La présence d'un airbag devrait donc être une raison supplémentaire de boucler la ceinture. Réponse A et D. Je poursuis ma route à allure réduite. Réponse A. Je m'arrête immédiatement dans la voie de droite. Réponse B. Alors que je circule, le voyant de pression d'huile s'allume. Il s'agit d'un problème grave, comme l'indique la couleur du témoin, le rouge. Je dois m'arrêter dans les plus brefs délais, mais en sécurité. Ici, je serre au maximum à droite, après avoir allumé les feux de détresse, et je m'arrête.
Je quitte le véhicule après avoir revêtu un gilet haute visibilité, et j'ordonne à mes passagers de sortir du véhicule. Inutile de chercher à réparer, l'endroit est trop dangereux, et ce n'est sans doute pas possible compte tenu de la gravité de la panne. Je rejoins un poste d'appel d'urgence pour signaler ma situation, ce qui me permettra de recevoir une assistance adaptée. Réponse B. Transporter un chien ou un chat en liberté dans la voiture est dangereux. S'il se trouve à l'avant, oui. Réponse A, non. Réponse B, s'il se trouve à l'arrière, oui. Réponse C, non. Réponse D. Un animal, chien ou chat, ne devrait pas être transporté en liberté dans l'habitacle. Qu'il se trouve à l'avant ou à l'arrière. On ne peut pas prévoir ses réactions. Il peut perturber ou gêner le conducteur, ce qui peut être dangereux. D'autre part, en cas d'accident, l'animal sera blessé et peut même paniquer ensuite. C'est pourquoi il est préférable de le placer dans une cage, arrimée, ou de l'attacher à l'arrière. Il existe des dispositifs spéciaux pour les chiens, une sorte de harnais, qui s'adapte sur la ceinture de sécurité. Réponse A et C. La vitesse est limitée à 70 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Attention à la signalisation que nous rencontrons. Un panneau m'indique que la vitesse est limitée à 90 km/h. Il est même complété d'un panonceau rappel, donc j'étais déjà limité à 90 km/h avant ce panneau, malgré le terre-plein central. C'est la limitation du panneau qui l'emporte. Réponse B. Un verre d'alcool est éliminé en 30 minutes environ, réponse A, 1h30 environ, réponse B, 2h30 environ, réponse C. Un verre d'alcool fait monter l'alcoolémie à environ 0,20 g par litre de sang. Un individu élimine environ 0,15 g d'alcool par litre de sang en 1 heure. Il lui faudra donc près d'1h30 pour revenir à zéro. Réponse B. À ce moment précis, il n'est pas certain que le conducteur du poids lourd à côté de moi puisse me voir dans ses rétroviseurs. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Tant que je reste en arrière de ce camion et que je vois ses rétroviseurs, je sais que son conducteur peut me voir, à condition qu'il regarde. Mais en arrivant à hauteur de sa cabine, il ne peut plus me voir dans son rétroviseur gauche. Je suis dans son angle mort. S'il doit faire un écart ou changer de voie, je n'ai plus qu'à espérer qu'il pense à regarder directement. C'est aussi pour cela que je ne dois jamais m'éterniser dans cette zone. Réponse A. La roue de secours est obligatoire, réponse A, doit être de même dimension que les 4 roues de ma voiture, réponse B, doit être regonflée régulièrement, réponse C. Tous les véhicules ne sont pas équipés d'une roue de secours. Ce n'est pas un équipement obligatoire. En effet, il est assez rare de crever de nos jours. Donc même si ma voiture en a une, je peux l'enlever. Mais si je décide de la garder, encore faut-il qu'elle soit opérationnelle en cas de crevaison. Comme tous les pneus, même si elle n'est pas utilisée, elle perd peu à peu sa pression au fil des jours. Alors de temps en temps,
je dois vérifier sa pression et la regonfler régulièrement. Attention, certaines roues de secours ne se gonflent pas à la même pression que les 4 autres roues, mais à une pression bien supérieure. Pour le savoir, je consulte le manuel d'utilisation de ma voiture. Réponse C. En cas de visibilité réduite à moins de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Sur route, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'autoroute, oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la visibilité est réduite à moins de 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h maximum. Partout? Oui. Même sur les routes à chaussées séparées, et même sur l'autoroute. La raison est facile à comprendre. En cas d'obstacle sur la chaussée, un véhicule arrêté ou un accident par exemple, il faut avoir le temps de réagir et de s'arrêter. À 50 km/h, il est toujours possible d'éviter la collision. Au-delà, c'est beaucoup moins sûr. Réponse A et C. Je suis en panne sur l'autoroute. J'appelle un ami pour qu'il vienne m'aider. Réponse A. Mon assureur. Réponse B. Un dépanneur. Réponse C. L'assistance de l'autoroute depuis une borne d'appel d'urgence. Réponse D. Si je suis en panne sur une autoroute, j'ai obligation de me signaler au service de celle-ci. Pour cela, j'utilise une borne d'appel, il y en a tous les 2 km et des indications me signalent la plus proche. J'allume les feux de détresse, puis je quitte mon véhicule après avoir revêtu un gilet haute visibilité. Et j'oblige mes passagers à descendre de la voiture et à s'éloigner les voies de circulation. Je peux aussi alerter les services compétents en utilisant une application agréée par la société d'autoroute depuis mon smartphone. C'est le personnel de l'autoroute qui décidera de l'intervention. Cela va du balisage de mon véhicule jusqu'à l'intervention d'un dépanneur agréé. Interdiction donc de faire appel à un ami. Et inutile de prévenir son assureur pour l'instant. Attention, si la cause de la panne est un manque de carburant, il s'agit d'une négligence qui me coûtera une amende. Réponse D. Je bâille, les yeux me piquent et j'ai mal à la nuque. Ces signaux m'alertent que je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les bâillements, les yeux qui piquent et le mal de nuque sont les signes évidents que je suis fatiguée. Mon temps de réaction s'allonge et je risque de m'endormir. Il est temps que je m'arrête et que je me repose, ou que je passe le volant. Réponse A.